Voilà, j'ai démarré donc le processus. Merci. Donc, chers collègues, chers étudiants, d'abord, toutes nos excuses pour ce problème technique de démarrage. Nous maintenons le webinaire. Donc, bienvenue à cette conférence dans le cadre du projet ArfaGrid Puma, projet universitaire de mobilité en agroécologie, qui est porté par l'Institut Agrocampus Ouest et la FAOUBA, et qui fédère 6 partenaires français, Agrocampus Ouest, AgroParisTech, Bordeaux Sciences Agro, VET AgroSup, AgroSup Dijon et Uni-La-Salle, et 4 universités argentines, la faculté d'agronomie de l'Université de Buenos Aires, l'Université nationale de Rosario, l'Université nationale de Cuyo à Mendoza et l'Université nationale du Nord-Est. El proyecto se inició en el año 2015 y ahora está en su etapa final. Esto nos permitió financiar movilidades estudiantiles y científicas entre los 10 socios. Para cerrar este proyecto, propusimos un ciclo de conferencias de una vez por mes, los segundos martes de cada mes, en el horario de Argentina de 9 a 10:30 y en el horario de Francia de 14 a 15:30. Esto va a ser hasta el mes de diciembre. El ciclo de conferencias pretende informar, pero también despertar deseos de colaboración educativa y científica. Queremos finalmente agradecer a los responsables franceses y argentinos del programa ARFAGRI, así como a la Embajada de Francia en Argentina, por el apoyo que nos permite en esta conferencia hacer la traducción simultánea francés-español. Muchas gracias. Donc, je précise que je ne m'étais pas présenté, donc Patrice Canavou, enseignant-chercheur en sciences du sol à AgroCampus Ouest, et je suis animateur de ce webinaire. Donc, aujourd'hui, Annabelle Larmure d'AgroSup Dijon va nous présenter une conférence qui s'intitule « Les défis de l'adaptation au changement climatique pour la culture de pois en France », le Pisum sativum, qui est une légumineuse à graines. Durant la présentation, vous allez avoir la possibilité d'utiliser le chat pour réagir et poser vos questions. Et à la suite de la présentation, nous poserons les questions à l'intervenante et nous aurons un temps d'échange. Merci beaucoup et Annabelle, c'est à toi. Merci beaucoup, merci pour cette introduction. Et donc, je vous remercie de m'avoir convié à cette conférence dans le cadre d'ArfaGrid Puma, qui va me permettre de présenter succinctement AgroSup Dijon et ensuite de présenter des travaux qui sont menés en collaboration entre différents collègues d'AgroSup Dijon et également des collègues d'autres écoles ou universités françaises. Donc, aujourd'hui, donc ma présentation s'appelle « Les défis de l'adaptation au changement climatique pour la culture de pois en France ». Vous verrez, c'est un peu ambitieux comme titre, mais ça représente quand même bien ce qu'on essaye de faire dans le cadre de différents projets. Donc, pour ma part, je suis enseignante-chercheuse à AgroSup Dijon dans les domaines de l'agronomie au sens large et également, plus précisément, je suis écophysiologiste. Donc, ça veut dire que j'étudie dans le cadre des sciences de l'interaction entre les peuplements végétaux et leur environnement. Alors, je vais d'abord vous présenter AgroSup Dijon. Donc, AgroSup Dijon, c'est l'Institut national des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement. Comme toutes les grandes écoles en agronomie et en agroalimentaire, nous avons plusieurs missions. Les deux premières grandes missions sont la formation et la recherche, comme toutes les autres grandes écoles, mais nous avons une mission un peu plus spécifique à AgroSup Dijon, qui est l'appui et l'accompagnement. Vous verrez, je vais détailler un tout petit peu. Donc, vous voyez, j'ai encadré Dijon en rouge dans la France. C'est une ville qui est située au centre-est de la France, au sud-est de Paris. On peut aller de Paris à Dijon en TGV en 1h30. Alors, la première mission d'AgroSup Dijon, c'est la formation. Et nous avons principalement des élèves ingénieurs, c'est-à-dire qui vont suivre une formation
qui va aller jusqu'à 5 ans après le baccalauréat. Donc, c'est dans le camembert que vous voyez là, le bleu, et donc vous voyez que c'est plus de 50% de nos étudiants. Mais nous avons également des missions de formation dans d'autres types de formations, des formations qui sont plus universitaires. Et par exemple, la formation universitaire équivalente à la formation d'ingénieur, c'est le master. Vous voyez ici en orange, et qui est également un bac plus 5 années. Et donc, vous voyez que nous avons plus de 1000 étudiants en tout en 2021. Pour nos formations d'ingénieurs, qui sont donc nos principales formations, nous avons 2 grandes spécialités, une spécialité agronomie et une spécialité agroalimentaire. Pour ma part, j'enseigne exclusivement dans la spécialité agronomie, à part en tout début d'année où on mélange un peu agronomie et agroalimentaire. Donc, si vous avez des questions sur les formations, je pourrais vous répondre principalement sur la spécialité agronomie. Notre deuxième grande mission, c'est la recherche. Et nous avons plusieurs domaines de recherche, 4 grands domaines: l'agronomie et l'environnement, l'agroalimentaire, la nutrition, la santé, les territoires, le développement, les espaces ruraux, et enfin, les sciences de l'éducation. Donc, les enseignants-chercheurs se répartissent dans des unités de recherche dont vous avez les noms en dessous des grands domaines. Donc, vous voyez qu'ils sont répartis dans un grand nombre d'unités de recherche où ils travaillent avec des collègues, souvent d'autres établissements, la plupart du temps. Et enfin, la dernière grande mission de notre établissement AgroSud Dijon, c'est une mission d'appui et d'accompagnement aux structures éducatives. Et c'est une mission qui est assez spécifique puisque ça va être aux structures éducatives au sens large, en lien avec l'agronomie et l'agroalimentaire, pas forcément à des niveaux supérieurs au bac. Ça peut être des structures éducatives, des lycées par exemple. Et dans ce cadre, des équipes d'AgroSud Dijon vont produire des connaissances et des références, vont créer des dispositifs de formation ou de systèmes d'information pour être en appui aux structures éducatives. Donc voilà pour les 3 grandes missions d'AgroSud Dijon. Je vais maintenant passer à la thématique que j'avais proposé donc, de développer aujourd'hui dans le cadre de ce séminaire. Donc, nous allons parler de l'adaptation. Alors, excusez-moi, je vais déplacer. Je voyais mal mon écran. Voilà, ça va mieux. J'ai déplacé quelque chose. Donc, nous allons parler des défis de l'adaptation au changement climatique pour la culture de pois. Et j'ai structuré ma présentation de cette façon-là. D'abord, je vais vous expliquer en quoi il est intéressant de cultiver des légumineuses à graines telles que le pois en France. Ensuite, je vais vous expliquer quels sont les freins à ces cultures-là et plus particulièrement à la culture de pois en France. Et parmi ces freins, vous verrez qu'il y a l'adaptation au changement climatique, hein, comme toutes les grandes cultures en France. Et vous verrez que pour adapter la culture de pois au changement climatique, un des grands leviers, ça va être le choix du type de pois et de la variété. Et pour apporter des réponses à comment choisir le type de pois et la variété, notamment, avec des collègues, nous développons des approches par modélisation qui vont nous permettre d'explorer notamment l'intérêt du pois d'hiver. Et vous verrez qu'on a des approches multiples de modélisation. Donc, c'est ça que je vais vous présenter maintenant. Si j'arrive à faire avancer mon diaporama. Désolée. Voilà. Alors d'abord, pourquoi cultiver des légumineuses à graines en France? Donc, les légumineuses à graines sont des espèces herbacées annuelles dont le fruit est une gousse. Et elles font partie de la famille
des fabacées, anciennement en français appelées papillonacées, parce que leur fleur est en forme de papillon, comme vous pouvez voir ici sur la photo, où vous voyez une fleur de pois fourragé. En France, les principales espèces de légumineuses à graines qui sont cultivées sont le pois, Pisum sativum, la févrole, Vicia faba, et le lupin, Lupinus albus. Et donc, vous voyez ici des photos de chacune de ces espèces. Et vous voyez aussi les surfaces qui étaient cultivées en 2020 pour chacune de ces espèces. Et vous voyez que c'est le pois qui est l'espèce la plus cultivée en France parmi ces légumineuses à graines, avec plus de 200 000 hectares en 2020, alors qu'il y avait un peu moins de 100 000 hectares de févrole et moins de 10 000 hectares de lupin. Et pourtant, ce sont des espèces qui sont précieuses potentiellement dans les systèmes de culture. Pourquoi? Pourquoi ces espèces sont-elles intéressantes à cultiver dans les systèmes de culture? Alors, c'est parce qu'elles vont avoir de nombreux atouts, des atouts agronomiques et environnementaux. Donc, le principal atout, c'est le fait que ces espèces, les légumineuses, sont capables de fixer l'azote atmosphérique. Elles vont fixer l'azote atmosphérique grâce à une symbiose qu'elles vont mettre en place avec des bactéries du sol, du genre Rhizobium. Ici, vous avez la photo d'une racine de pois avec des petits renflements qui sont ce qu'on appelle des nodosités en français ou nodules en anglais. Et donc, c'est le lieu de la symbiose entre la plante et la bactérie au niveau des racines. Et donc, c'est vraiment un atout majeur de cette famille de plantes parce que on n'a pas besoin de leur faire d'apport d'engrais azotés. Parce que l'azote atmosphérique est disponible en très grande quantité, c'est du N2, et donc sont des espèces pour lesquelles il n'est pas nécessaire de faire d'engrais azotés l'année de leur culture. Mais ce sont des espèces qui ont des atouts qui vont au-delà de l'année où on les cultive. Elles sont intéressantes également à l'intérieur d'une rotation, donc la succession des cultures, parce qu'elles vont apporter un atout pour les cultures suivantes. Pour les cultures suivantes, grâce à la fixation symbiotique de l'azote atmosphérique, elles ont introduit en fait de l'azote dans le système, ces espèces-là. Et donc, si on tient compte de cet azote introduit dans le système, on va pouvoir réduire l'apport d'engrais azotés pour les cultures suivantes. Donc, si par exemple c'est une céréale auquel on a besoin d'apporter beaucoup d'azote, eh bien, on pourra réduire la quantité d'engrais qu'on va apporter. Ce sont aussi des cultures qui sont très différentes des autres cultures principales françaises. Les cultures principales françaises, ça va être des céréales telles que le blé, l'orge, et des oléagineux tels que le colza. Et de ce fait, elles vont, ce qu'on appelle, modifier les cycles, casser les cycles des adventices ou mauvaises herbes et des maladies qu'on a habituellement sur les céréales et sur les oléagineux, parce que ce sont des espèces très différentes. Et ainsi, on peut avoir une économie d'intrants, des autres intrants que les engrais azotés, une économie de produits phytosanitaires liés à la gestion des adventices ou à la gestion des maladies ou des insectes. Et tous ces atouts vont en général conduire aussi à une augmentation des rendements de la culture suivante. Donc, vous voyez, ce sont des atouts agronomiques particulièrement intéressants et environnementaux. Mais au-delà de ça, on peut dire aussi que comme ce sont des cultures qui sont encore minoritaires, eh bien, ça va permettre de diversifier l'assolement,
diversifier les cultures qu'ont les agriculteurs. Et ça, pour l'agroécologie, pour la durabilité des systèmes agricoles, c'est toujours quelque chose de très intéressant. Les autres atouts de ces légumineuses, et notamment le pois, ce sont des atouts nutritionnels. Les légumineuses à graines sont aussi appelées en France protéagineux. Pourquoi? Parce que ce sont des graines, elles produisent des graines riches en protéines. Vous voyez ici la composition d'une graine de pois et la composition d'une graine de févrole. Et vous voyez qu'on a 25% et 29% de protéines. Hein, c'est dans le camembert en orange, les protéines. Donc, on a une très forte richesse en protéines. Hein. Pour comparaison, les céréales, ça va être autour de 10% de protéines. Donc, les protéines, ça va être très intéressant pour notamment l'alimentation animale. Mais on a aussi une richesse en amidon de ces graines. Donc, ces graines sont vraiment très intéressantes pour différents types de débouchés. Les deux grands types de débouchés, ça va être l'alimentation animale ou l'alimentation humaine, pour leur richesse en protéines et leur richesse en amidon notamment, et aussi pour leur richesse en certains acides aminés qui sont rares chez d'autres espèces et dont les animaux au sens large, que ce soit les êtres humains ou les animaux, ont besoin. Donc, vous voyez, pour l'alimentation animale, c'est principalement actuellement un débouché plutôt pour les porcs et la volaille. Donc, il y a des grands élevages en France de porcs et de volailles qui vont avoir besoin de ces ressources, notamment protéiques. Mais on peut avoir aussi les ruminants, les poissons, l'oisellerie. Et pour l'alimentation humaine, à l'export, on va avoir des débouchés en légumes secs hein, qui ne sont pas énormément consommés en France, mais à l'export, beaucoup, et pour des graines transformées aussi pour faire l'alimentation, notamment dans des pays tels que l'Égypte ou l'Inde. Et plus à l'intérieur de la France, on va avoir des débouchés intéressants pour ces graines-là dans les industries agroalimentaires. Donc, vous voyez que potentiellement, ces légumineuses à graines, et parmi elles le pois, ont vraiment des atouts très intéressants. Et pourtant, on n'a pas une surface cultivée si importante que ça, si on compare à d'autres espèces cultivées en France. Donc, vous voyez ici la carte de la France à votre gauche de l'écran, qui représente les zones dans lesquelles le pois est cultivé. Et ces zones correspondent aux zones de culture des agriculteurs qu'on appelle les grands céréaliers, parce que ce sont les agriculteurs qui vont cultiver principalement des céréales. Et donc en 2019, la dernière date à laquelle j'ai trouvé une carte réalisée pour représenter la répartition des surfaces en pois, il y avait environ 180 000 hectares de pois, et donc répartis plutôt dans le nord de la France, dans des bassins de production où on produit beaucoup de céréales. Et vous voyez, à titre de comparaison, en France, dans ces bassins principalement, on va cultiver environ 5 millions d'hectares de blé, presque 2 millions d'hectares d'orge et environ 1,5 million d'hectares de maïs. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur pour le pois, où on a environ 200 000 hectares, alors qu'on est à plusieurs millions pour les céréales. Donc, bien sûr, on a beaucoup de débouchés importants pour les céréales, mais vous avez vu que on a beaucoup de débouchés aussi très intéressants pour les protéagineux et qu'en plus, ce sont des espèces qui sont particulièrement intéressantes dans la rotation. Donc, les agriculteurs étant des personnes intelligentes, il y a forcément des vraies raisons pour lesquelles, malgré les atouts de ces protéagineux, eh bien, les surfaces sont aussi faibles. Donc, on va essayer de comprendre ces raisons.
Donc, vous voyez que ici, grâce à la figure que vous avez en haut à gauche, on va pouvoir suivre l'évolution des surfaces en bleu du poids protéagineux. Donc, la figure représente l'évolution du surface exclusivement pour le poids. Donc, c'est la courbe en bleu. Donc, on voit que les surfaces du poids protéagineux étaient très faibles au début des années 1980 et qu'elles ont augmenté et qu'elles sont allées jusqu'à plus de 600 000 hectares, plus même de 700 000 hectares. On va dire qu'on a frôlé le million d'hectares au début des années 1990. Et cette augmentation des surfaces a été permise par des aides, notamment des aides européennes, qui ont été mises en place, ces aides aux agriculteurs, parce que au début des années 80, on a pris conscience, notamment en France, mais plus généralement en Europe, de notre dépendance vis-à-vis des matières riches en protéines, vis-à-vis des autres pays du monde. En fait, en France, on importe beaucoup de soja pour avoir nos matières riches en protéines des autres pays du monde, et notamment d'Amérique latine, mais aussi d'Amérique du Nord, pour pouvoir avoir les matières riches en protéines dont on a besoin pour alimenter nos animaux, notamment. Et donc, pour pallier à cette dépendance vis-à-vis des autres pays, on s'est dit, subventionnons pour augmenter les surfaces, mais on a aussi investi massivement dans le développement technique pour pouvoir avoir des variétés mieux adaptées à nos contextes et aussi avoir des pratiques culturales adaptées à nos contextes français pour pouvoir développer ces cultures. Et vous avez vu, ça a bien fonctionné puisqu'on est passé de moins de 180 000, de 100 000 hectares à plus de 700 000 hectares en l'espace d'une quinzaine d'années. Et dans le même temps, puisque on avait investi dans le progrès génétique, le progrès technique, vous voyez la courbe rouge des rendements du poids, et vous voyez qu'on a une tendance entre 1980 à 1999 à une augmentation des rendements du poids qui était environ de 0,70 quintals par hectare et par an. Et non seulement on avait une tendance à l'augmentation des rendements, mais en plus, vers le début des années 1990, on a eu une tendance à la diminution de la variabilité des rendements entre années. Et ça, c'est particulièrement intéressant pour les agriculteurs quand ils savent qu'ils peuvent de façon assez fiable chaque année atteindre des rendements, vous voyez, qui étaient aux alentours de 40 quintaux par hectare. Mais cette belle tendance à l'augmentation des surfaces et à l'augmentation des rendements a été complètement inversée vers le milieu des années 1990. Alors, il s'est passé plusieurs choses à cette période-là qui expliquent cette diminution des surfaces malgré les atouts qui restaient du poids. Tout d'abord, le développement du poids a conduit au développement d'une maladie racinaire qui est vraiment très grave chez ces espèces, qui s'appelle Aphanomyces, et puis qui peut conduire à la destruction totale du peuplement. Et on n'avait pas de solution à cette maladie, à part ne plus cultiver du poids pendant au moins 10 ans. Donc, les agriculteurs, et vous voyez que cette maladie, si on regarde la carte de France que vous avez sur la droite, elle s'était bien sûr développée dans les bassins des grands céréaliers, là où il y avait le plus de culture de pois. Et donc,
eh bien, les agriculteurs qui commençaient à avoir bien introduit le poids dans leur rotation ont commencé à arrêter de l'introduire. On a eu aussi une diminution des aides européennes, donc une rentabilité du poids qui était moins intéressante et des protéagineux au sens large. Et donc, cette diminution des aides européennes était liée au fait qu'on avait auparavant une belle dynamique d'augmentation des surfaces et qu'il faut faire des choix dans la répartition des aides et que ces choix ont été orientés vers d'autres politiques agricoles européennes. Et donc, voilà, ces deux grandes raisons ont conduit à une diminution assez rapide des surfaces, mais il y a une autre raison qui s'est rajoutée à partir du début des années 2000, c'est un début de diminution, de tendance à la diminution des rendements, mais aussi à l'augmentation de la variabilité des rendements entre les années de culture. Autant on avait une diminution de cette variabilité des rendements à la fin des années 90 et on voit que dès le début des années 2000, on a à nouveau des rendements qui deviennent beaucoup plus variables entre années. Et l'année 2020 a été la pire de toutes, où on a battu un record de rendement très faible, alors qu'on avait eu un rendement vraiment pas trop mal au cours de l'année 2019. Donc, c'est ce que vous pouvez voir sur la courbe rouge. Et du coup, maintenant, ça se traduit par une tendance à la diminution des rendements. Depuis le début des années 2000, on a une tendance de moins 0,75 quintals par hectare et par an. Donc, bien sûr, ça n'engage pas à continuer à produire cette espèce parce que ça cause des problèmes de rentabilité aux agriculteurs. Mais vous avez vu que ces espèces ont vraiment des grands atouts agronomiques, environnementaux et nutritionnels. On a besoin de protéines en France. De ce fait, il faut qu'on trouve des solutions pour pouvoir limiter cette baisse des surfaces cultivées. Donc, vous voyez que des solutions commencent à être trouvées, et notamment les aides européennes. Si on voit à partir du début des années 2010, on a eu à nouveau des aides européennes qui sont devenues un peu plus élevées. Donc, du coup, on a eu, vous voyez, un pic en 2010 après 250 000 hectares de poids, et on reste quand même un peu plus élevé que le niveau de moins de 100 000 hectares qu'on avait à nouveau atteint à peu près, ça doit être en 2008, je crois. Donc, les aides européennes sont une des solutions, mais ce n'est pas la seule, parce qu'une des raisons majeures de cette tendance à la diminution des rendements et l'augmentation de la variabilité des rendements depuis le début des années 2000, ce sont les stress abiotiques, c'est-à-dire les stress qui ne sont pas liés au vivant, les stress, et notamment les stress liés au climat, comme les fortes températures en fin de cycle ou le manque d'eau, le stress hydrique en fin de cycle, qui, selon les années, peut vraiment impacter fortement la production et conduire à des rendements faibles. Et donc, l'augmentation de ces stress abiotiques de fin de cycle eh bien, est liée à l'évolution du climat, au changement climatique. Donc, une des solutions pour maintenir des surfaces, voire augmenter les surfaces en protéagineux et notamment en poids, ce serait de s'adapter à cette évolution du climat. Donc, les recherches que nous menons actuellement vont dans ce sens. Comment pourrions-nous nous adapter à cette évolution du climat afin de faire profiter nos systèmes de culture français des atouts de cette légumineuse qui est le pois protéagineux? Eh bien, un des grands leviers
cela pourrait être le choix du type de pois. Alors, qu'est-ce que j'appelle le type de pois? Le type de pois, c'est est-ce qu'on va cultiver un pois de printemps ou un pois d'hiver? La grande différence entre un pois de printemps et un pois d'hiver, c'est qu'un pois de printemps va être semé avant le printemps et va passer le printemps et va être récolté en début d'été, alors qu'un pois d'hiver va passer l'hiver et pour passer l'hiver va être semé en début d'automne et va être récolté en fin de printemps ou en début d'été. Donc, vous voyez ici, ce schéma représente le cycle d'un pois de printemps en haut et d'un pois d'hiver en bas par rapport aux mois et aux saisons que l'on a en France. Et donc, vous voyez qu'un pois de printemps va être semé fin d'hiver en France. Donc, la fin d'hiver, début printemps en France, c'est février-mars. Donc, la période de semis qui est identifiée en jaune, eh bien, c'est février-mars. Alors qu'un pois d'hiver est semé à la fin de l'automne en France, c'est-à-dire octobre-novembre, selon les régions. Donc, vous voyez, de ce fait, un pois de printemps va avoir un cycle beaucoup plus court en nombre de mois qu'un pois d'hiver. Et la fin de son cycle cultural va être positionnée un petit peu plus tard, sur mai-juin, début juillet, que la fin du cycle cultural d'un pois d'hiver qui va être fin avril jusqu'à juin. Or, plus on est tard dans le début d'été, plus on va avoir de risques que la culture rencontre des stress abiotiques tels ceux dont je viens de vous parler, comme des stress hydriques et des stress thermiques, c'est-à-dire du manque d'eau et des trop fortes températures qui vont diminuer le rendement. Le pois d'hiver, comme son cycle est un peu décalé, la fin de son cycle est un peu décalée, mais on a des chances d'avoir une forme d'évitement de la majorité des stress hydriques et des stress thermiques. De ce fait, on a des chances d'atteindre des rendements plus élevés. Et effectivement, en 2019, si on regarde la gamme des rendements observés en France pour le pois de printemps et le pois d'hiver, on voit qu'on était plus élevé entre 45 et 70 quintaux par hectare pour le pois d'hiver que pour le pois de printemps qui était entre 30 et 60 quintaux par hectare. Donc, notre pois d'hiver semble vraiment un candidat très intéressant pour s'adapter au changement climatique. Ce candidat, il est très intéressant, les atouts, parce que comme le cycle cultural est plus long, on va avoir un peuplement végétal qui potentiellement va capter plus de rayonnement puisqu'on reste plus longtemps, la culture reste plus longtemps sur la parcelle. Et donc, on a des potentiels, c'est-à-dire des rendements maximum qu'on peut atteindre, qui sont meilleurs. En plus, comme on a une date de floraison plus précoce, le cycle se finit plus tôt, on a des chances d'éviter les stress abiotiques de fin de cycle. Donc, c'est ce que je viens de vous présenter. Donc, tout cela va vers une possibilité d'avoir un potentiel de rendement plus élevé. Mais attention, le pois d'hiver va traverser l'hiver, les cultures vont passer l'hiver. Et de ce fait, il ne faut pas oublier qu'on va avoir un stress potentiel supplémentaire des risques de dégâts dus au gel hivernal, au gel de l'hiver.
Et donc, ces gels hivernaux, potentiellement, peuvent détruire complètement des peuplements végétaux. Donc, ça veut dire que si on veut pouvoir bénéficier des atouts du pois d'hiver, il faudra vérifier qu'on a bien ces atouts-là et à quelles conditions, mais aussi, il faut vérifier à quelles conditions on n'a pas des risques de dégâts dus au gel hivernal qui anéantirait complètement l'intérêt du pois d'hiver. Et c'est une question qui n'est pas anecdotique, puisque en 2012, par exemple, on a eu des dégâts énormes dans l'ensemble des cultures d'hiver en France et des agriculteurs qui ont dû ressemer en culture de printemps des parcelles entières du fait de dégâts liés au gel hivernal. Donc, ce sont les questions que nous nous sommes posées. Le pois d'hiver serait-il vraiment un bon candidat pour s'adapter au changement climatique et ainsi développer la culture du pois en France, et à quelles conditions? Alors, pour répondre à ces questions, et comme on avait besoin de se projeter dans l'avenir, parce que s'adapter au changement climatique, le changement climatique est déjà présent, mais c'est aussi pour l'avenir, eh bien, nous avons adopté des démarches, des approches par modélisation. Ces approches par modélisation nous permettent d'explorer l'intérêt du pois d'hiver. Et nous avons mobilisé différents types de démarches de modélisation qui nous sont nécessaires pour répondre à notre question. D'abord, des démarches de modélisation autour de l'évolution du climat. Et vous verrez que pour cela, les équipes de climatologues ont développé des démarches de régionalisation du climat. Nous avons besoin d'évaluer les risques de dégâts dus au gel hivernal. Et pour cela, nous avons développé un modèle qui est capable de représenter les dégâts liés au stress gel hivernal. Nous avons également la question autour de la date de floraison, puisque je vous ai dit tout à l'heure que si en pois d'hiver, on a bien une date de floraison plus précoce qu'en pois de printemps, on a toutes les chances d'éviter les principaux stress de fin de cycle qui causent le plus de problèmes, le plus de dégâts sur le rendement, qui vont limiter le rendement. Mais ça, c'est quand même utile de le vérifier si les variétés que l'on va cultiver en pois d'hiver vont vraiment avoir des dates de floraison plus précoces. Et du coup, on aura une chance d'éviter les stress de fin de cycle. Mais enfin, la dernière démarche de modélisation qui est totalement intégrative que nous mobilisons, c'est pour aller jusqu'à vérifier si on a réellement un meilleur rendement. On se dit qu'il y aurait un meilleur potentiel de rendement, mais y aurait-il un meilleur rendement en développant le pois d'hiver grâce au fait qu'on aurait notamment moins de stress abiotique, en lien notamment avec la précocité de la date de floraison, et à condition de ne pas avoir des gros dégâts liés au gel hivernal. Donc, vous vous rendez bien compte que ces démarches de modélisation, elles vont mobiliser un grand nombre de disciplines. Donc, vous imaginez bien que je n'ai pas la capacité à moi toute seule d'avoir les compétences dans l'ensemble de ces disciplines, en aucun cas. Mais nous avons ainsi, pour mobiliser un grand nombre de disciplines, travaillé entre différents chercheurs et enseignants-chercheurs. Mais pas seulement, également avec des ingénieurs d'un institut technique notamment,
qui s'appelle Terre Innovia. Donc, vous voyez ici, pour chacune des grandes thématiques et des grands types de compétences dont on a besoin pour développer ces approches par modélisation, des noms de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, et à gauche, les noms des équipes qui sont mobilisées pour répondre à cette problématique d'adaptation de la culture de poids au changement climatique. Donc, pour le climat, il y a des équipes de climatologues, le Centre de recherche de climatologie, CRC, qui est une équipe de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Pour les démarches de modélisation des cultures, eh bien, c'est principalement l'unité mixte de recherche agroécologie qui est mobilisée, mais également des ingénieurs de Terre Innovia, un institut technique français. Et on a également besoin de données sur le sol, sur la composition des sols pour mener à bien ces travaux. Et pour cela, une équipe de l'unité mixte de recherche agroécologie est mobilisée, mais aussi une équipe qui n'est pas à Dijon, qui est également à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, mais à Besançon. Donc, c'est l'équipe chrono-environnement. Et ces unités mixtes de recherche sont intitulées ainsi parce qu'elles rassemblent des chercheurs de différents établissements, chercheurs ou enseignants-chercheurs. Donc, par exemple, un grand nombre d'enseignants-chercheurs d'AgroSud Dijon sont dans l'unité mixte de recherche agroécologie, mais nous travaillons main dans la main avec des chercheurs de l'INRA, l'Institut de recherche agronomique, et avec des enseignants-chercheurs de l'Université Bourgogne-Franche-Comté, dans cette unité mixte de recherche. Elle est appelée mixte pour cela, parce qu'il y a différents établissements. Donc, pour pouvoir mener à bien ces projets, nous nous appuyons aussi sur le financement de différents projets. Donc, ces travaux sont financés par différents projets qui ont des ambitions différentes, qui peuvent être des ambitions régionales ou des ambitions nationales. Et donc, les travaux que je vous présente aujourd'hui ont été principalement financés par un projet régional qui s'appelait Pour et sur le développement régional, PRO6, et puis un projet national, PI Must, PI pour le poids et Must pour... alors, j'ai oublié de reprendre exactement ce que voulait dire Must, mais en gros, c'est pour dire qu'on a une grande variabilité des stress qui peuvent agir sur le poids. Et c'était un projet où il y avait principalement des généticiens. Donc, j'insiste lourdement sur le fait que les travaux que je présente là ne sont aucunement exclusivement les miens, mais sont vraiment le fruit de collaborations fructueuses entre différents chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs. Et je trouve ça particulièrement intéressant. Et donc, pour mener ces travaux de façon concrète et proche de la réalité agricole, eh bien, nous avons choisi une région particulière d'études qui sert d'exemple. Cette région, c'est la région Bourgogne-Franche-Comté, où est située AgroSud Dijon et la ville de Dijon, que vous voyez ici représentée en rouge sur la carte de France. C'est une région donc, qui est située dans le centre-est de la France, qui fait environ 50 000 km² et qui a un climat semi-continental. Et vous voyez qu'elle est constituée de 8 départements. Et il y a une grande diversité des sols, des zones aussi agricoles, où on va avoir des zones qui sont plus forestières, des zones qui sont plus de plaine, des zones un peu plus accidentées, presque même des zones montagneuses dans le Jura. Donc voilà, c'est une région qui était très diverse
et qui est assez étendue aussi du nord au sud, où on va quand même avoir une diversité de climat, et du coup qui est intéressante comme terrain d'étude. Et en plus, on est dans cette région, donc c'est la région qui va financer nos travaux. Donc, c'est pour cette raison que on l'a choisi comme terrain d'étude. Annabelle, excuse-moi de t'interrompre. J'ai vu qu'il restait un quart d'heure, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ah, mais c'est question comprise? Non, l'exposé. D'accord, oui, oui, je surveille, ne t'inquiète pas. Merci. Alors, les premières données dont on va avoir besoin, ce sont les données climatiques. Donc là, bien sûr, ce sont des équipes de climatologues qui s'attellent à produire des données climatiques régionalisées, c'est-à-dire qui vont être à une échelle assez locale. Et les données climatiques dont on a besoin, les variables dont on a besoin, ça va être des variables de température, de précipitation, d'évapotranspiration et de rayonnement. Et donc, ces données, elles vont être produites à une échelle régionale, mais en partant de données, on va dire, plus globales, hein, sur le globe entier, et on va, pour se projeter dans l'avenir, choisir des trajectoires du changement climatique telles qu'elles ont été projetées dans l'avenir par le GIEC ou l'IPCC. Et nous avons choisi de nous concentrer sur deux trajectoires. La plus vertueuse encore possible, qui est la trajectoire 4.5. La 2.6, on n'a pas été suffisamment sage, on ne peut plus être dans la trajectoire 2.6. Donc, nous, on se concentre sur la 4.5 et sur la trajectoire la moins vertueuse de changement climatique, celle sur laquelle pour l'instant on s'engage, qui est la trajectoire 8.5. Et vous voyez que pour explorer nos données, bien souvent, on va comparer la situation actuelle, qui vont être les données entre 80 et 2005, avec un futur proche qui est jusqu'à 2049 et un futur lointain qui est de 2050 à 2100. Et donc, ces climatologues ont produit des données pour notre région à une résolution de 8 km, c'est-à-dire qu'on a des données climat de 8 km sur 8 km pour toute notre région. Donc, c'est très, très intéressant quand on veut travailler à une échelle agricole. Donc, vous voyez sur ces diapos est représenté quelque chose que je ne vous détaillerai pas. Ils font ce qu'on appelle une régionalisation dynamique. Vous pourrez aller voir un des articles qui explique ça, en partant de modèles globaux. Et ils utilisent ensuite les équations de dynamique du fonctionnement de l'atmosphère pour pouvoir produire un climat à une échelle d'une maille de 8 km sur 8 km. Et donc, ça fait un très grand nombre de données produites à une échelle qui est quand même proche de l'échelle agricole. Et donc, vous voyez ici des résultats de ces simulations. Et parmi les 5 variables étudiées, les données de température sont particulièrement intéressantes. Et ici, vous voyez la moyenne des températures journalières pour la période actuelle, tout à gauche, et pour un futur proche, pour la trajectoire 4.5 et la trajectoire 8.5. Donc, on voit que déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir la diversité spatiale de ces températures annuelles, mais on voit que dans un futur proche, on n'a pas encore de grandes différences d'évolution de température. Hein. On a une augmentation de l'ordre de 1 à 2 degrés, la température, mais il n'y a pas encore vraiment de différence entre les trajectoires 4.5 et 8.5. On va voir apparaître une grosse différence entre les trajectoires 4.5 et 8.5, dans des futurs lointains qui n'est pas forcément si loin que ça finalement, puisque c'est à partir de 2050, donc la moyenne 2050-2100, où on va avoir une augmentation de température qui est que de 2 à 3 degrés, si on peut dire que pour la trajectoire 4.5, alors que c'est de 4 à 5 degrés pour la trajectoire 8.5.
Donc, on peut regarder aussi l'évolution des précipitations. Cette fois-ci, on l'a regardé différemment parce que ce qu'on voit plutôt, c'est un changement dans le cycle annuel des précipitations. Donc là, en bleu clair, vous avez le cycle annuel des précipitations entre 2006 et 2100. Et puis en bleu foncé, vous avez le cycle actuel. Et on voit qu'on va avoir un changement avec plus de pluie en été et moins de pluie en été et plus de pluie en automne. Donc, je crois que j'ai inversé les courbes. Non, c'est bon. Donc, plus de pluie en automne et au printemps. Donc, ça va avoir des conséquences notables, bien sûr, sur la production agricole. Donc, vous vous souvenez que je vous ai dit que pour pouvoir mettre en place le poids d'hiver, il faut vérifier qu'on n'a pas de risque notable de gel pendant l'hiver. Pour cela, on a mobilisé un modèle qu'on a appelé modèle stress-gel hivernal, pour lequel on a besoin, en variable d'entrée journalière, de connaître les températures, bien sûr la date à laquelle on a semé, et on a besoin de paramètres qui vont être variétaux, comme une résistance seuil au gel de chaque variété. C'est la température minimale à laquelle une variété est capable de résister, et puis une vitesse d'acclimatation, parce qu'en fait, lorsqu'un peuplement végétal de pois rencontre des températures faibles, eh bien, elle va s'acclimater, elle va acquérir une résistance plus élevée au gel. Et donc, plus on rencontre des températures faibles, plus l'acclimatation est forte et plus on va s'approcher de la résistance seuil, qui est la résistance maximale. Donc, vous voyez ici, en vert, on a été capable de simuler sur la figure la résistance journalière de chaque culture, de notre culture. Là, c'est un exemple. Et en bleu, on a la température qui fait la température minimale. Et à chaque fois que la température minimale passe en dessous de la résistance qu'a la culture, eh bien, on a un stress gel qui peut provoquer des dégâts. Et quand on cumule 90 degrés jour de dégâts, on a destruction totale du couvert. Donc, c'est représenté en rouge sur la figure à chaque fois qu'on a des dégâts. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simulé des cumuls comme ça d'indices de stress gel en faisant varier la résistance seuil et la vitesse d'acclimatation et la date de semis, pour essayer de voir si dans l'avenir, il restait encore des risques de stress gel ou pas. Et voici les résultats de ces simulations. Donc, à gauche, on a une résistance seuil de moins 13 degrés, donc qui est plus faible qu'à droite, la figure de droite, on a une résistance seuil de moins 23 degrés. Et vous avez l'évolution de l'indice de stress gel de 1980 à 2100. Et la zone 1, c'est le futur proche. Et on se rend compte qu'on a entouré la zone 1, que quelle que soit la résistance seuil, c'est-à-dire la résistance maximale, eh bien, il reste des risques assez élevés de gel hivernal, à peu près équivalent au risque de gel actuel, malgré le réchauffement des températures dans un futur proche. En revanche, dans un futur plus lointain, le numéro 2, le risque de gel hivernal vraiment s'estompe. Donc, ça veut dire que dans un futur proche, si on veut développer le poids d'hiver et limiter le risque de gel hivernal, il va falloir qu'on soit attentif au choix variétal, avec une résistance seuil assez élevée, parce que vous voyez que c'est quand même un risque un peu moins élevé, quand on a des résistances seuil de moins 23 par rapport à moins 13 degrés, et aussi avec une vitesse d'acclimatation qui est rapide, c'est-à-dire que le peuplement végétal, avec ces variétés-là, a besoin de moins de jours de froid pour acquérir une résistance assez élevée, proche de sa résistance seuil. Donc voilà, ça va être le conseil à donner aux agriculteurs. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on ait la connaissance
pour chaque variété sélectionnée de quelle est la résistance seuil et quelle est la vitesse d'acclimatation. Autre simulation que l'on a faite, c'est la simulation de la date de début floraison pour vérifier si on va bien avoir des dates de floraison plus précoces en poids d'hiver qu'en poids de printemps pour éviter les stress abiotiques de fin de cycle. Et donc, pour cela, on mobilise les températures, parce que la date de début floraison dépend de la température, et en poids d'hiver, ça dépend aussi de la photopériode. Et vous voyez qu'on l'a fait pour deux variétés, une variété d'hiver Isar et une variété de printemps Lumina. On a calibré ce modèle paramétré pour ces deux variétés. Et ensuite, on a testé le modèle de simulation de la date de début floraison. Ici, on compare les données simulées aux données observées et on se situe bien sur la première bisectrice. Donc, ça veut dire que notre modèle, pour ces deux variétés, il fonctionne bien. Du coup, ensuite, on l'a utilisé pour simuler l'évolution de la date de début floraison. Ici, pour la trajectoire 4.5, pour les variétés d'hiver, la variété d'hiver Isar et la variété de printemps Lumina. Et donc, ce que l'on voit, c'est que pour la variété d'hiver, Isar, donc plus c'est précoce, plus on a mis des couleurs rouges. On a choisi de faire comme ça. Et donc, on voit que même dans la trajectoire 4.5 et dès un futur proche, hein, c'est-à-dire les cartes du milieu, eh bien, pour la variété d'hiver, Isar, on va avoir des dates de floraison qui vont devenir de plus en plus précoces et qui sont plus précoces d'environ 3 semaines que les dates de floraison de la variété de printemps Lumina. On peut aussi comparer pour les deux trajectoires et on voit qu'on a des différences, hein, que la trajectoire 8.5, ici pour la variété uniquement d'hiver, Isar, eh bien, on va avoir des dates de floraison qui sont encore plus précoces, bien sûr, pour la trajectoire où on a le plus de réchauffement, la trajectoire 8.5. Et pour finir, notre objectif, c'est d'intégrer toutes ces connaissances et d'en rajouter d'autres dans un modèle qu'on va appeler modèle de culture, qui va être capable, en résultat de simulation, de produire des données de rendement, mais également de qualité, de teneur en protéines, et de nous dire quels sont les stress abiotiques qui sont rencontrés. Donc, on aura différents modules de calcul qui représentent la culture, qui représentent les stress rencontrés, mais aussi le sol qui vont nous permettre de savoir si on est en déficit hydrique ou pas et les conditions de niveau d'azote. Pour cela, il nous faut différentes données d'entrée. On a déjà vu les données d'entrée climat. On a vu la date de floraison qu'on est capable de simuler. Il faut choisir l'itinéraire technique et notamment la date de semis, mais il nous faut également des données d'entrée sol. Et on a prévu de réaliser un certain nombre de simulations avec les deux variétés que je viens de vous présenter. Donc, il nous faut des données sol sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, qui est notre terrain d'étude. Eh bien, ces données ont été produites par les équipes qui travaillent sur les sols en attribuant les unités typologiques de sol à des unités cartographiques de sol et on a retiré les forêts et les zones urbaines. Et vous voyez à votre droite, pour chaque maille, on a attribué une unité cartographique de sol majoritaire que l'on pourra utiliser en données d'entrée pour la simulation de notre modèle de culture. Donc, c'est une histoire à suivre. On espère pouvoir, grâce à toutes ces données d'entrée, avoir des réponses sur l'intérêt de cultiver le pois d'hiver et comment le cultiver dans notre région Bourgogne-Franche-Comté et que ce soit utilisable
ces données, comme on a une région qui est très diverse, soient utilisables plus généralement dans d'autres régions, mais le modèle de culture, bien sûr, on pense l'utiliser aussi dans d'autres régions. Donc, on s'est associé à une équipe de Toulouse pour faire ça, pour les aspects modélisation à grande échelle. Hein, avec le modèle de culture, ça demande de mobiliser un très grand nombre de données, très grand nombre de ressources informatiques et des compétences informatiques. Donc, vous avez vu, j'ai mis en haut l'équipe Record à Toulouse, avec laquelle on s'est associé, avec laquelle on travaille également très bien. Donc, je vous ai mis quelques références bibliographiques à la fin, en français, et quelques sites que vous pouvez aller voir, qui peuvent compléter très bien l'exposé que j'ai fait. Et vraiment, je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai été suffisamment claire et j'écoute vos questions. Merci Annabelle. Donc, on va maintenant passer au temps d'échange et de discussion, de questions sur l'exposé. Est-ce que tu veux que j'essaye de couper le partage? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre de savoir le faire. Si, je peux le faire, je crois. Ou ça n'a pas d'importance? Ça dépend. S'il y a des questions sur ton PowerPoint, ça peut-être mériter le coup de le laisser. Je ne sais pas. D'accord. Très bien. Je t'écoute. Alors, en attendant que les questions arrivent, parce qu'il n'y en a pas encore eu beaucoup, déjà, merci pour cet exposé très clair, très accessible. Donc, j'ai moi-même des questions. Hein, oui. J'ai ma petite réserve au cas où. Mais j'avais une première question de culture générale, on va dire, c'est la question de la contribution de la fixation de l'azote par les légumineuses, parce que donc là, c'est le pois qui a été mentionné, mais il y avait également de mentionner la févrole et le lupin. On sait, en gros, la fixation annuelle d'azote de ces trois espèces. Alors, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que on ne va pas faire d'apport d'azote. Mais effectivement, ça ne veut pas dire que nos légumineuses ne vont pas du tout utiliser d'azote minéral. Parce que bien sûr, en début de cycle, la fixation n'est pas encore complètement, n'est pas en place. Il faut un certain temps pour que ce soit en place. Et puis, autre chose qui est important de savoir, c'est que les plantes sont paresseuses, si on peut dire, ou plutôt vont au plus facile. Donc, si on a des sols qui ont des fortes teneurs en azote minéral, eh bien, elles vont utiliser l'azote minéral qui est disponible dans le sol. Donc, moi, je dirais, alors je ne suis pas spécialiste du pourcentage, qu'on est, on va dire, du coup, si on tient compte de tout ça, entre 80 et 90% de l'azote qui est dans nos plantes, alors pas que dans les graines, hein, bien sûr, qui vient de la fixation symbiotique de l'azote atmosphérique. Pour le pois, la bactérie qui permet de faire la symbiose est naturellement présente dans les sols français. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'inoculer. C'est moins le cas. Alors pour la févrole, je ne sais pas, il doit en avoir pas mal aussi. Mais il y a des espèces pour lesquelles il faut inoculer, il faut apporter la bactérie au sol. D'accord. Alors, il y a une question qui a été posée, c'est que en même temps que le projet est en cours, que tu as présenté, le projet de recherche, il est en cours, les années continuent de passer, la variabilité climatique, elle augmente. Est-ce qu'il y aurait d'autres techniques pour que le pois, l'avenir du pois, puisse avoir toujours son sens et soit rentable dans le futur? D'autres alternatives au pois d'hiver, par exemple, qui a été largement étudié là. Alors là, alors j'ai dit le pois d'hiver, nous, on se propose d'étudier ça, mais il n'y a pas que ça qui est étudié. Alors, dans le projet PIMUS, c'était un projet d'envergure pour ce qui est du progrès génétique du pois. Donc, mes collègues généticiens, le projet PIMUS vient de se terminer. C'était un projet qui a duré 8 ans. Ont étudié des moyens d'obtenir des variétés qui vont être moins sensibles
au stress majeur du poids. Donc, je vous ai parlé tout au début du problème d'aphanomycèse. Et donc, ça, c'est une équipe, une unité mixte de recherche de Rennes qui travaille plus sur les maladies. En France, la région Bretagne, qui est l'ouest de la France, hein, donc proche de, là où il y a notamment AgroCampus Ouest, à l'INRAE en Bretagne, ils sont plus spécialisés sur les maladies, donc ils travaillent sur les légumineuses, et donc ils travaillent à avoir des variétés qui vont résister à Phanomycès. Donc ça, c'est un levier hyper important. Parce que moi, je travaille sur les stress abiotiques, donc je fais comme si, tant pis, il n'y a plus d'aphanomycèse, mais en vérité, c'est encore un énorme problème. Donc ça, déjà, le fait qu'il y ait des variétés qui commencent à sortir, qui sont beaucoup moins sensibles à cette maladie racinaire, ça, c'est un levier énorme. Donc, ce n'est pas de l'adaptation au changement climatique, mais c'est quand même un levier énorme déjà, également pour le poids de printemps. Et bien sûr, on travaille à l'adaptation poids d'hiver et poids de printemps avec des variétés qui vont être moins sensibles au stress abiotique. Parce que moi, je vous ai parlé d'évitement, c'est-à-dire on est moins sensible parce qu'on a une date de floraison qui est plus précoce et du coup, on va éviter ces stress. Mais les variétés sont intrinsèquement, elles aussi, plus ou moins sensibles au stress. Et parmi mes collègues, là, dans mon équipe d'écophysiologistes, on a aussi des grosses études qui sont menées autour du système racinaire pour voir, parce que le système racinaire, c'est celui qui va permettre d'accéder à l'eau. Et donc, pour gérer le stress hydrique, on va avoir des variétés qui vont plus ou moins développer leur système racinaire dans des conditions, voilà. Donc, c'est d'autres leviers qu'on explore. Et donc, il y a déjà des résultats grâce au projet PIMUST. Il y a déjà des résultats qui sont déjà exploités par les sélectionneurs et pour le choix variétal. Et les résultats que je vous ai présentés en poids d'hiver sur les risques de dégâts de gel, ça, c'est déjà mis en œuvre, c'est-à-dire pour le choix des variétés chez les agriculteurs. Alors, il y a d'autres questions. Ces approches sur le poids sont-elles généralisables et dans quelle mesure à d'autres légumineuses? Waouh, ça c'est une question magique. Alors, c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec Terrinovia. J'ai bien insisté sur le fait qu'on n'est pas que des chercheurs et des enseignants-chercheurs. Moi, je travaille en étroite collaboration avec des instituts techniques en France, parce que les instituts techniques font du conseil aux agriculteurs, mais ils ont aussi des branches où ils font du développement, donc c'est eux qui font remonter les problématiques, et ils ont aussi des ingénieurs avec lesquels on travaille. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'ils vont aussi financer l'avenir. Et actuellement, là, en 2021, on vient de commencer un projet qui est coordonné par un institut technique qu'on a appelé EcoDiv pour diversité, où on va exactement essayer de répondre à cette question. Et donc, on explore pois, févrole, soja qui est une espèce qui est beaucoup étudiée par les collègues de Toulouse. On cherche aussi à développer le soja en France, mais où on a aussi le pois chiche, la lentille, et je crois que c'est tout. Mais en tout cas, ces approches que je viens de vous présenter, elles sont assez puissantes parce qu'elles permettent de se projeter dans l'avenir, elles permettent de se projeter dans l'espace avec la diversité du climat. Et donc, on va essayer de les mobiliser pour répondre à cette question. Quelles autres espèces on pourrait développer? Parce qu'effectivement, développer les légumineuses, il n'y a absolument aucune raison que ça repose sur une seule espèce. Parce que les espèces ont différents intérêts, ont différents cycles culturaux. Et donc, pour répondre à cette problématique, introduire des légumineuses, des plantes qui fixent l'azote et notamment des légumineuses à graines dans nos systèmes de culture, eh bien, ce serait intéressant d'avoir plus de réponses sur d'autres espèces. Il commence à en avoir et vous verrez sur les sites, là, le site de Terrinovia que je vous ai mis dans les liens
à aller voir. Il y a des éléments, mais pas suffisamment. Donc, c'est des approches qu'on est en train de mettre en œuvre sur d'autres espèces. J'espère que j'ai bien répondu à la question, hein, parce que je suis bavarde, hein, donc des fois, je me laisse aller. Alors, autre question, dans les simulations qui ont été faites, et notamment parmi les scénarios de tests de potentiel de culture, est-ce que vous avez estimé les fréquences annuelles possibles de destruction totale des cultures de pois d'hiver et de printemps? Oui, on l'a fait, ça. Tous les 3, 5 ou 10 ans, par exemple. Alors, on ne l'a pas forcément présenté exactement comme ça. En revanche, on a écrit des articles, je vous ai mis des articles, alors je ne saurais plus vous dire, hein. En réalité, cette destruction totale, elle devient de moins en moins fréquente, surtout si on utilise des variétés qui sont adaptées. Maintenant, on a la connaissance. Parce que le problème, c'est qu'avant, on ne testait pas les variétés pour ces paramètres-là. On ne les connaissait pas, on ne savait pas quelles étaient leurs résistances seuil et on ne savait pas quelles étaient leurs vitesses d'acclimatation. Mais j'ai un collègue, Christophe Lecomte, qui depuis plus de 10 ans a mené des essais dans le Jura, justement en Bourgogne-Franche-Comté, en Franche-Comté, dans des endroits où il fait toujours froid, où il y a toujours des gels très forts, pour pouvoir connaître ces paramètres pour les différentes variétés. Maintenant, toutes les nouvelles variétés sont testées. Alors, je ne saurais pas répondre là comme ça parce que je n'ai pas relu l'article, mais le premier article qu'on a publié, c'était pour le climat actuel, parce que la problématique se pose dès maintenant. Et voilà, on a montré que si on choisit bien ces variétés, mais le problème, c'est que le choix des variétés n'est pas que là-dessus, hein, que sur la résistance au gel, bien sûr. On a moyen d'éviter. Et puis, ce que je n'ai pas dit, c'est que les risques de gel ne sont pas liés qu'au gel hivernal. Et ça, il faut qu'on explore. Ça peut être aussi lié au gel sur organes reproducteurs. C'est-à-dire, une fois qu'on a passé l'initiation florale, le problème de l'accélération, enfin de l'augmentation des températures, c'est qu'on peut accélérer aussi les cycles de développement. Et l'initiation florale, c'est quand les organes reproducteurs sont initiés, mais pas encore visibles. Et là, les plantes, quelles qu'elles soient, hein, ont une sensibilité au gel qui devient complètement exacerbée, très forte. Et comme ça peut se décaler dans le temps et qu'on peut quand même avoir des gels qui vont être jusqu'à avril, mai, eh bien, c'est ces risques-là aussi qu'il faut explorer, même en pois de printemps. Notamment en 2012, parfois, quand le peuplement a été détruit complètement, c'était parce que les peuplements avaient déjà passé l'initiation florale. Donc là, on n'appelle plus ça des gels hivernaux. Et donc, on va explorer ça aussi. Et pour régler ça, c'est la photopériode. C'est-à-dire, quand le développement dépend principalement de la photopériode et plus de la température, comme la photopériode, ce n'est pas quelque chose du climat, c'est quelque chose qui dépend du jour dans l'année. Plus la variété va avoir un développement qui dépend principalement de la photopériode, plus on peut se décaler dans le temps pour avoir l'initiation florale et le début de la floraison. Et donc, c'est là-dessus aussi, c'est ça aussi qu'on regarde des variétés, la dépendance des variétés à la photopériode. Voilà. Vous avez parlé principalement du taux protéique, donc très axé sur les protéines. En fait. Mais aujourd'hui, les consommateurs cherchent de plus en plus de légumineuses complètes, notamment par rapport au fer, aux vitamines, etc. Est-ce que vous faites également des recherches sur d'autres apports sur vos légumineuses? Oui. Alors, c'est plus moi. Il y a une époque où moi, j'ai beaucoup étudié le taux de protéines. Donc, il y a l'amidon aussi, bien sûr. Donc, historiquement, c'était vraiment les plantes riches en protéines pour l'alimentation animale. Mais bien sûr, on n'en est plus là. Et notamment, ce dont je vous ai parlé pour les débouchés en industrie agroalimentaire, c'est des débouchés à haute valeur ajoutée, où on va rechercher, par exemple, des acides aminés particuliers, du fer, etc. Donc, ce n'est pas moi qui suis spécialiste de ce qui est recherché en industrie agroalimentaire, donc je ne voudrais pas vous dire des bêtises. Mais effectivement, dans notre équipe, là, dans mon équipe de l'UMR Agroécologie, il y a des gens qui regardent plus particulièrement quels
production de qualité on a, et notamment, par exemple, des acides aminés soufrés, je sais que ça peut être très important. Et donc, les variables du climat, et notamment les stress climatiques, peuvent aussi avoir une influence là-dessus. Donc, on regarde aussi ça. Et du fait de ces débouchés à haute valeur ajoutée liés à des critères de qualité particuliers. Mais je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je ne vais pas aller plus loin dans la précision de ma réponse. Ok. Les données présentées ici en culture pure, est-ce qu'elles sont aussi valables ou est-ce qu'on peut les adapter pour des cultures en association avec des céréales? Tout à fait. Alors, tout à fait. Donc, l'équipe qui travaille, donc, il y a une équipe qui développe le même type d'approche avec le même type de modèle, mais en utilisant notamment le modèle STIX. Mais c'est vraiment le même type d'approche. Et bien sûr, c'est les équipes avec lesquelles on travaille aussi, nous. Et donc, c'est à Angers en particulier. C'est l'équipe de l'ESA, c'est une école d'agronomie à Angers, qui va développer des approches de légumineuses en association, on appelle ça en français. Et donc, c'est le même type d'approches qui sont développées. Et donc, notamment, il y a une chercheuse qui encadre ces approches qui s'appelle Genaëlle Corr-Elou. Si vous voulez, peut-être qu'il faudra que je complète pour la bibliographie. Voilà, donc il publie sur ces approches-là en association. Et les problématiques ne sont pas forcément les mêmes, et notamment parce que les associations se développent surtout en bio, et donc eux, ils vont avoir les problématiques de stress abiotique, mais aussi par exemple les problématiques d'adventice, beaucoup à gérer. D'accord. En attendant éventuellement une dernière question dans le chat, j'en avais une. Là, on est vraiment dans une démarche agronomique dans le sens où, par la modélisation, on fait des tests de faisabilité. Quel va être, en gros, le volet expérimental, en fait, c'est un peu la question, c'est à l'issue de vos tests de paramètres, notamment, là, vous avez parlé de la résistance, le seuil de résistance au gel, la date de floraison. Ça veut dire que derrière, ça veut dire qu'il va y avoir des sélections d'espèces. De variétés, oui. Voilà, donc, des variétés. Est-ce qu'il y a des essais qui sont déjà lancés sur des micro-parcelles ou alors qu'est-ce qui est prévu dans ce sens? Alors, ce que je vous ai présenté, en fait, s'appuie déjà sur des données expérimentales. C'est-à-dire que pour pouvoir développer nos modèles, c'est des dizaines d'années d'expérimentation qui nous ont permis de connaître les paramètres du poids et de nos variétés. Donc ça, c'est la première chose. Et bien sûr, les approches de modélisation ne sont pas les seules. Et donc, moi, pour ma part, je ne fais plus beaucoup d'expérimentation au champ. En revanche, mes collaborateurs de Terre Innovia, l'Institut technique, ne vont pas passer à l'étape conseil sans mener des expérimentations. Et donc, il y a de nombreux sites expérimentaux. On en a un à Dijon, où Terre Innovia mène des essais. Une fois qu'on s'est dit, là, pour cette zone, ce climat, etc., eh bien, ils mettent en expérimentation des variétés. Et ça, c'est tous les ans, c'est tout le temps. Il y en a en permanence. Et pour le test par rapport au gel hivernal, c'est très particulier. Donc, on a une station expérimentale qui est en altitude, dans le Jura. Il n'y en a qu'une en France. Et il se trouve qu'elle est dans notre région, en Bourgogne-Franche-Comté, dans le massif du Jura. Elle s'appelle Chaux-des-Prés. Et donc, ça permet de tester les variétés pour leur résistance au gel. Il faut absolument qu'il y ait du gel. Et comme avec l'évolution du climat, il n'y a plus forcément du gel partout, tous les ans, eh bien, c'est pour ça qu'on a une station en altitude. Très bien. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ça va? Oui. Eh bien, il n'y a pas d'autres questions dans le chat, donc on va clore
cette session en te remerciant beaucoup pour le partage de ce projet extrêmement intéressant. Merci à vous. Et donc, en conclusion, sachez que le prochain webinaire est programmé le 12 octobre avec une intervention de la Universidad Nacional del Nordeste qui portera sur 3 thématiques. L'évaluation de polyculture agroécologique de fruits et légumes dans le nord-est de l'Argentine, des retours sur expériences de pratiques agroécologiques avec des petits producteurs dans la même région argentine, et puis un diagnostic et bioécologie des adventices dans les cultures régionales vers une agriculture agroécologique. Donc, vous l'avez compris, ça va se passer dans le nord-est de l'Argentine. Nous vous donnerons le lien YouTube de ce webinaire pour pouvoir le revisualiser ou le transmettre à des personnes qui malheureusement n'auront pas pu assister à ce webinaire faute d'un petit problème technique. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Il va falloir couper l'enregistrement si ça n'a pas déjà